STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Cela dit, l'actualité oblige, nous recevons ce soir Dr Arba Nuhu. Il est le directeur général de la santé publique avec lequel nous allons échanger sur la pandémie du coronavirus. Bien sûr, l'état, la situation de la pandémie à ce jour, nous allons en parler avec lui. La phase actuelle de manière générale, le test, la prise en charge. Et nous reviendrons encore sur effectivement la prévention de la maladie ou les différentes méthodes de prévention avec Dr Arba, ce sera tout à l'heure. Cela dit, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mamoudou, a animé une conférence de presse ce matin. L'objectif étant de brosser la situation dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le Covid-19 dans l'instauration du couvre-feu dans la ville de Niamey. Amadou Harouna et Moumouni Abdou pour le compte rendu. Cette sortie médiatique du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey est relative aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Elle s'est tout d'abord réjouie que les populations respectent les couvre-feux. Concernant la ville de Niamey, donc il y a un couvre-feu qui a été instauré pour 2 semaines et il y a un isolement de la ville de Niamey aussi pour 1 semaine. Et cela marche et je tiens à dire que le couvre-feu est respecté et continue d'être respecté, ainsi que l'isolement. Et je tiens à saluer, à remercier la population de Niamey donc pour cette discipline et cette implication à apporter son concours dans la grande lutte que le gouvernement est en train de mener dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui est généralisée partout dans le monde et dont le Niger ne fait pas exception. Il est important de savoir, au-delà de cet engagement du gouvernement, il y a la nécessité à tout et chacun de s'impliquer dans le cadre de cette lutte. C'est pour cela que nous appelons encore la population de Niamey à respecter davantage cette mesure de couvre-feu. Il faut mettre fin à certaines spéculations que l'on trouve très malheureusement sur les réseaux sociaux. Il y a un peu vraiment de la diffamation, de la désinformation, et voilà, ça, j'ai envie de demander à ces personnes d'arrêter ça. Cela n'apporte pas une contribution à cette lutte commune. Nous voulons juste que les populations comprennent ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur bien. C'est pour les protéger contre cette grave maladie pour laquelle nous n'avons pas de traitement, nous n'avons pas de médicaments. La seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est la prévention. Et c'est pour cela que nous avons mobilisé ces forces de l'ordre sur le terrain. Bien entendu, à certains endroits, s'il y a des entêtements, les forces de l'ordre vont durcir le ton. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a de l'intimidation. Non, mais nous sommes en train tout simplement d'amener, en tout cas, ces populations à prendre conscience de la gravité et de la nécessité à chacun, pour le moment, de rester chez soi en attendant que nous puissions déjà identifier tous les cas de malades et les traiter. Jusqu'à présent, nous maîtrisons la situation. Nous ne voulons pas être dans une situation incontrôlable, dans une situation qui va nous dépasser. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les autres pays et je crois que le Niger est un des rares pays à anticiper, à prendre le devant, à prendre les dispositions pour anticiper en tout cas cette maladie. Malgré toutes les mesures, malgré toute l'anticipation, puis vous avez vu que nous continuons à enregistrer des cas. Dieu seul sait que s'il n'y a pas eu de mesures, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Que Dieu nous préserve en tout cas de cette calamité. Pour faire face à cette pandémie du coronavirus, une vaste opération de désinfection est prévue dans plusieurs sites de la ville de Niamey ce soir même.
Restons sur le même sujet pour dire que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a fait un important don de matériel de désinfection à la ville de Niamey. C'était ce matin. Ce geste rentre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Amadou Harouna et Mouna Abdraman pour plus de précision. C'est un important lot de matériel que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a donné à la ville de Niamey dans le cadre de la prise des mesures préventives contre le coronavirus. Le ministre délégué de l'élevage a répondu favorablement à notre demande en mettant à notre disposition très rapidement de 220 pulvérisateurs, de 60 à pression et de 100 autres pulvérisateurs motorisés. Et il a aussi instruit et demandé à Labocel, le laboratoire de nos centrales, de nous donner donc de produits désinfectants. Ils nous ont donné aujourd'hui 200 kilos donc, de produits désinfectants. Je tiens sincèrement à saluer cette promptitude, je tiens à saluer ce patriotisme, je tiens à saluer cet engagement, en tout cas à nous accompagner dans cette lutte commune qui est contre le coronavirus. Cela, vous avez vu en premier lieu le chef de l'État, en tout cas avec tout l'engagement, avec toute la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers du gouvernement à l'échelle locale. Nous sommes en train, en tout cas, de faire le nécessaire avec toutes les forces, en tout cas susceptibles de nous apporter leur concours dans ce sens. Le ministère de l'Élevage et de l'Agriculture n'est d'ailleurs pas à sa première opération. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, après par exemple, avant cette contribution, a contribué. Les agents du ministère, les autorités du ministère et tous les démembrements ont contribué au comité interministériel qui gère ces questions du fléau Covid-19, 20 573 050 francs remis hier au directeur de cabinet du ministère de la Santé. Donc ça c'est notre contribution individuelle. Donc la contribution, ça c'est les structures qui ont leur ancrage au niveau du ministère parce que c'est une communauté de destin. On doit s'unir pour essayer de combattre ces fléaux. Donc voilà, donc ce n'est qu'un devoir, ce n'est qu'une vocation. Nous sommes là à vos côtés du point de vue conseil puisque nous avons au moins l'expertise dans ce domaine. Il faut préciser que les agents de la ville de Niamey vont encore bénéficier d'un encadrement technique concernant l'utilisation de ces matériels. Je le disais tantôt, nous accueillons ce soir Dr Alba Nuhu. Il est le directeur général de la santé publique. Avec ce dernier, nous allons évoquer la situation de la pandémie du coronavirus, n'est-ce pas, la phase actuelle, son évolution, les tests aussi, la prise en charge. Alors, docteur, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, la toute première question qu'on voudrait vous poser est de nous faire, si possible, la situation de la pandémie à ce jour. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez. Et je profite d'ailleurs pour vous remercier très sincèrement tous ceux qui est radio, télévision, presse, médias qui nous accompagnent dans cette lutte depuis que le Niger est entré dans sa phase préparatoire jusqu'à ce moment. Par rapport à cette épidémie, il faut dire qu'elle est causée par un virus qu'on appelle le Covid-19. Il s'agit d'une maladie infectieuse de type viral qui a fait son apparition en fin de l'année 2019 en Chine, dont l'épicentre est Wuhan. Donc depuis ce temps, l'épidémie a pris des dimensions incroyables. Elle a fait sa propagation de par le monde. Et en Afrique, et particulièrement dans notre pays, le Niger, où nous avons enregistré notre premier cas le 19 mars 2020. Et à ce jour, nous avons totalisé 77 cas positifs qui peuvent aussi évoluer, ce qui est sûr, parce qu'il y a encore des tests en cours.
Cela veut dire tout simplement que la situation elle est évolutive. Donc, à la date d'aujourd'hui, pour le moment, officiellement, nous avons 77 cas et nous avons d'autres personnes que nous sommes suivis, qu'on appelle des cas contacts, qui sont suivis, qui ont été en contact avec les 77 cas qui ont été positifs. Parce que lorsque quelqu'un se met en contact, on constate qu'il y a eu quelqu'un qui a été en contact avec un cas confirmé. Il fait partie de la famille des cas contacts à suivre pour une période en moyenne de 14 jours pour apprécier, évaluer, voir si il ne va pas développer la maladie. Donc aujourd'hui, nous sommes à 77 cas et nous avons plus de 600 personnes qui ont été en contact avec ces cas que nous sommes en train de suivre aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Oui. Alors docteur, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est du point de vue prévention? Les choses ont évolué ou alors c'est les méthodes de prévention que nous connaissons jusque-là depuis l'évolution, depuis le premier cas? Depuis le premier cas, comme vous pouvez le savoir, les méthodes de prévention sont les mêmes. C'est des méthodes très simples. Il s'agit tout simplement de comprendre que c'est une maladie qui se transmet à travers les gouttelettes de la salive et à travers les sécrétions nasales. Donc, et ça se transmet d'une personne à une autre. Donc, par rapport à la prévention, il est recommandé de se laver régulièrement les mains. Il faut fermer donc la bouche et les narines, surtout lorsque vous éternuez ou lorsque vous toussez, ou de faire comme ça pour vous éternuer ou tousser, ou carrément utiliser un mouchoir que vous allez par la suite jeter dans une poubelle appropriée et laver les mains. Il faut éviter de vous serrer les mains, il faut éviter en tout cas les déplacements inutiles, donc d'être plus ou moins stable à la maison lorsque le déplacement n'est pas nécessaire. Et il faut au-delà de cela aussi essayer de ne pas être en contact avec les personnes qui sont déjà infectées, qui ont déjà la maladie. Et donc, et vous-même, lorsque vous présentez les signes de la maladie, il faut éviter de se promener, d'être en contact avec d'autres personnes. Et parmi les mesures de prévention, pour une catégorie de la population, il y a les immunodéprimés, les personnes âgées qui sont très fragiles, qui ont des comorbidités, pour lesquelles aussi il est demandé vraiment de les mettre beaucoup plus en sécurité, de ne pas beaucoup les approcher, de les confiner, de les isoler, parce que ces personnes, elles sont les plus qui sont exposées à développer la maladie et à faire des complications. Okay. Docteur, parmi les méthodes de prévention, vous avez parlé de la bavette, n'est-ce pas, que vous avez, les gens disent ou la rumeur fait état du fait que la bavette en elle-même, si on ne la change pas fréquemment, elle peut être, comment on appelle ça, un dépotoir de microbes. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Bon, ce que nous avons à dire par rapport d'abord au port du masque, que nous appelons fréquemment les bavettes, dans la pratique, ce qui est recommandé est que ce n'est pas tout le monde qui doit porter les bavettes. C'est seulement dans une situation normale, toutes les personnes, comme les agents de santé qui sont en contact avec les malades, ou bien ceux qui sont déjà malades, ceux qui doivent porter les malades, ceux qui doivent porter, excusez-moi, le masque. Mais ce qu'on a constaté, cette épidémie, pendant sa phase d'incubation, on ne sait pas qui la porte. C'est-à-dire pendant sa phase d'incubation, la personne peut transmettre la maladie à une autre personne. Donc on ne sait pas souvent qui est malade. Sans savoir elle-même la personne qu'elle est malade. Voilà, parce que dans la phase d'incubation, il n'y a aucun signe qui peut appeler à se poser la question si on est malade ou pas. Parce que la phase d'incubation peut aller jusqu'à environ 14 jours. Et selon la littérature et les recherches, à partir déjà de 5 jours, les gens disent que la personne qui porte le virus, elle peut
le transmettre à une autre personne. Donc, comme on ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas, vraiment, le conseil, c'est d'aller vers une généralisation du port du masque, chacun en fonction de ce qui est à sa portée, mais tout en faisant attention avec certaines pratiques, vraiment de prendre les bonnes bavettes. Et c'est des bavettes généralement qui sont utilisées comme celles que je porte là environ à 3 à 4 heures de temps. Il faut la changer. Il y en a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 12 heures de temps qu'il faut changer. Et il y en a aussi, j'ai vu localement des personnes qui prennent des pièces de tatanfa ou de tissu pour mettre. Bon, on s'adapte en fonction du contexte. Et de moyens. Alors, docteur, nous allons parler de tests aussi. Il paraît que c'est déjà disponible. On peut faire le test. La personne peut aller elle-même ou alors, au niveau à votre niveau, vous pouvez recommander effectivement un certain nombre de tests. Nous avons l'essentiel, le matériel en fait pour faire ces tests-là. Et où faudrait-il aller quand on veut faire soi-même le test? Oui, merci. Bon, par rapport au test, nous disposons de ce qu'on appelle la PCR pour nous les techniciens, qui se fait en deux phases. Il y a d'abord la phase de screening qui peut aller à 4h à 4h30 minutes et la phase de confirmation qui peut aller de 2h à 2h30 minutes. Nous les faisons au niveau du CERMES. On a un centre ici qui s'appelle le CERMES Beriantala où nous faisons cela. Bien entendu, on a d'autres laboratoires aussi de l'État tels que la Bossel et d'autres laboratoires privés qui ont les équipements nécessaires pour le faire. Mais actuellement, c'est au CERMES que nous le faisons. Donc, pour faire le test, il faut des critères. Il faut que le tableau clinique de la personne le recommande. Ce n'est pas tout celui qui a besoin d'aller le faire ou doit aller faire le test. Non. Le test, c'est au cas par cas. C'est en fonction de votre tableau clinique que les médecins, les agents de santé, ils apprécient. Vous présentez les signes et en fonction donc de ces critères, on vous prélève et lorsque c'est positif, en ce temps, vous rentrez dans la chaîne de prise en charge. Donc ce n'est pas tout le monde. Ces tests-là, nous les faisons ici à Niamey. Nous sommes en train de décentraliser le test aussi vers les régions. Vous avez le même matériel là-bas ou alors les gens? Au niveau des régions, nous avons un type de matériel qui s'appelle le Gène Expert, pour lequel aujourd'hui nous avons commandé les cartouches pour ces Gènes Experts qui, à leur arrivée, vont nous permettre de décentraliser le dépistage au niveau de toutes les régions telles que cela a été recommandé par les autorités au plus haut niveau. Parce que dans toutes les régions, il existe ces machines qu'on appelle les Gènes Experts qui permettent de faire le test. Donc, dans les prochains jours, au-delà de la capitale de Niamey, nous pouvons faire également les tests au niveau des régions. Mais il faut que les gens comprennent très bien, le test est dédié à une catégorie de personnes qui présentent un certain nombre de signes, un tableau clinique bien spécifique. Ok, docteur, avant de parler de la prise en charge, j'aimerais revenir sur les cas déjà déclarés positifs. Sont-ils, comme le tout premier cas, n'est-ce pas, centrés au niveau de la région de Niamey ou de la ville de Niamey, ou alors on en a détecté d'autres au niveau de l'intérieur du pays? Oui, sur les 77 là, malheureusement, au passage, il faut faire remarquer qu'il y a eu 3 décès. Sur les 77 cas, nous avons notifié 2 cas dans une région. Donc ce n'est pas que la ville de Niamey, maintenant l'épidémie elle est transportée au-delà de Niamey. Nous avons notifié 2 cas qui viennent d'autres régions. Dans une région du pays. D'accord. Alors la prise en charge, on en parle, le temps, n'est-ce pas, aussi en parle. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la prise en charge est à 100% de cas déclarés? La prise en charge elle est vraiment gratuite, ce qu'il faut d'abord dire. Et aujourd'hui, elle se fait d'abord au niveau de l'hôpital général de référence où nous avons 145 lits appropriés qui recommandent aux normes conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui répondent aux standards internationaux, qui permettent aujourd'hui d'assurer une meilleure prise en charge de tous les cas que nous allons avoir. Nous avons
145 lits. Et nous sommes en train de rendre possible cette prise en charge au niveau à l'intérieur du pays également, avec la formation des spécialistes, n'est-ce pas, l'identification par région des sites de prise en charge. Et par rapport aux médicaments, le traitement est fait sur la base des symptômes, ce qu'on appelle le traitement symptomatique, n'est-ce pas? Et il y a aussi le traitement étiologique. Donc actuellement, nous faisons le traitement symptomatique, c'est-à-dire un traitement qui se fait sur la base des signes que le malade présente. Vous avez les céphalées, on traite les céphalées, vous avez telle chose, on traite la fièvre, on traite la fièvre. Le traitement étiologique s'attaque directement au virus en cause. Il y a vraiment plusieurs essais, mais tous ces essais n'ont pas été encore homologués. Donc c'est pour dire tous ces cas-là, nous sommes en train de les prendre en charge. Dieu merci, leur situation est globalement stable avec les médicaments de bord. Donc on pense que ça va aller. Du premier cas détecté le 19 du mois de mars, n'est-ce pas, au 77e cas, n'est-ce pas, déclaré positif à ce jour. Alors, quel est l'état d'esprit? Pensez-vous que les médecins que vous êtes, les autorités, les populations, y a-t-il à ce niveau une prise de conscience, n'est-ce pas, à tous les niveaux, ou alors l'état d'esprit n'est pas encore bon par rapport effectivement à cette pandémie? D'abord, par rapport à la prise en charge, tout de suite, peut-être les gens vont souhaiter comprendre est-ce qu'il y a des guéris. Est-ce qu'il y a des guéris? Effectivement, on n'a pas fait la situation de guéris. Donc, on n'a pas fait la situation de guéris. En fait, quand les malades sont sous traitement, ils sont surveillés, ils sont suivis et il y a des critères de sortie. Parmi les critères de sortie, il y a l'état clinique du patient, c'est-à-dire quels sont les signes qu'il présente. Est-ce qu'il continue à faire la fièvre? Est-ce qu'il continue à tousser? Est-ce qu'il a des difficultés respiratoires? Si tous ces signes-là s'estompent, s'amendent, maintenant on fait ce qu'on appelle la PCR, ce dont je parlais tout à l'heure, le test à la PCR pour évaluer, apprécier la charge virale. Maintenant, c'est lorsque cette charge virale elle est négative, avec deux prélèvements espacés de 24 heures, que la personne peut sortir. Donc nous avons fait nos premiers tests, ce n'était pas trop concluant, donc sinon vous allez avoir les premières annonces des cas guéris. Donc on est là-dessus, mais on pense que dans les tout prochains jours, il y aura des déclarations par rapport aux guéris. Là, je pense que globalement les agents, ils sont aussi pris en charge, parce que même dans la prise en charge, elle est médicale pour les patients, pour leur famille, mais elle est aussi psychosociale pour les malades, pour leur famille et les agents de santé. Donc les agents de santé sont bien accompagnés et nous faisons l'effort nécessaire pour leur mettre les matériels de protection, surtout parce que les agents, ils ont le moral lorsqu'ils pensent qu'ils sont protégés, lorsqu'ils pensent qu'ils ont les équipements à leur portée. Donc tout ceci-là, cet environnement-là est créé et globalement, je pense que nous avons le moral. Sauf qu'il faut dire, par rapport à la population, au début, il y avait plus ou moins de réticences, mais nous savions fortement la prise de conscience qui est en train de se faire maintenant. Même si certaines habitudes, on l'a vu dire, comme on le dit, les gens continuent, n'est-ce pas, de se serrer les mains, les gens continuent d'être ensemble. Alors à ce niveau, quel travail faudra-t-il faire en tant que médecin encore pour que les gens effectivement prennent conscience? Le travail qu'il faut faire, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation, ce n'est pas que du ressort des agents de santé. Tout le monde doit apporter sa contribution. Les médias, la presse, comme vous êtes en train de le faire, les autorités administratives, coutumières, les leaders d'opinion, bref, tout un chacun doit amener sa contribution pour un changement de comportement. Et je pense que c'est en communiquant beaucoup, en informant la population, en les sensibilisant, en utilisant tous les canaux à leur portée, parce qu'il faut utiliser les canaux qui sont à la portée aussi des populations, en fonction de leur situation géographique pour pouvoir les atteindre. Si nous mettons à profit tout ceci, je pense que les gens vont comprendre. Il y aura une adhésion
totale et effective aux mesures prises pour pouvoir endiguer la maladie. Globalement, quand on apprécie, je pense moi personnellement que nous sommes en train de tendre vers cela, parce que je vis dans un quartier, j'apprécie chaque fois quand je prends mon véhicule, quand je sillonne les artères de la ville de Niamey, ce que je voyais au début, ce n'est pas ce que je vois maintenant. Vous êtes optimiste aussi pour entrevoir la fin très proche, peut-être très proche de cette pandémie? Bon, je ne dis pas que la fin de la pandémie elle est très proche. C'est ça notre souhait, le souhait de tout un chacun. Mais vraiment, j'ai l'espoir qu'avec tout ce que nous voyons sur les voyants lumineux, tout ce que nous voyons, laisse à penser que dans les semaines et mois à venir, nous allons arriver à bout de cette épidémie. Parce que d'abord, le gouvernement, je peux dire tout simplement, tous ceux qui interviennent dans la lutte contre cette épidémie anticipent. Donc nous sommes en train d'anticiper par rapport à la prise en charge, par rapport à la sensibilisation, par rapport à tous ces aspects, nous anticipons déjà. Donc quand vous anticipez, vous n'allez pas être surpris. Et nous sommes en train de tirer aussi les leçons des premiers pays où l'épidémie a fait sa première apparition. Donc parce que cela nous a beaucoup servi de leçon pour pouvoir mieux gérer la situation. Et je pense que si nous nous organisons très bien, médicalement, socialement et politiquement, c'est sûr que nous allons nous en sortir mieux que certains pays. Merci docteur Arba Nuhu. Je rappelle que docteur Arba Nuhu est le directeur général de la santé publique au ministère de la santé publique, bien sûr. Merci docteur, merci pour tous ces éclaircissements, pour tous ces éclairages, n'est-ce pas, par rapport à cette pandémie du Covid-19. Je rappelle, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs qu'il y a à présent 77 cas déclarés positifs. Il y a 600 personnes, si je ne me trompe, qui sont en contact, qui ont été en contact, qui sont suivis en contact avec les malades. Il y a 3 décès, n'est-ce pas? Et au niveau de l'hôpital général de référence, il y a 145 lits déjà standards, n'est-ce pas, qui sont là dans le cadre effectivement de cette lutte contre la pandémie du Covid-19. Alors, merci pour votre optimisme, n'est-ce pas? Et du courage surtout, du courage, n'est-ce pas? Nous allons poursuivre ce journal. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, l'UNIN, a rendu public ce matin une déclaration de presse. Celle-ci est relative à la situation socio-politique et académique qui prévaut dans notre pays. Détail avec Ralia Sami et Ibrahim Kantama. L'examen de la situation socio-politique et surtout académique qui prévaut dans notre pays était au centre de cette déclaration de presse rendue publique par les étudiants nigériens à l'université de Niamey. Ainsi, le comité exécutif a examiné la situation au plan national. Conscient de la gravité de la pandémie du Covid-19, force est de constater que malheureusement, le Niger enregistre à la date d'aujourd'hui 34 cas confirmés, dont 3 décès. Ainsi, face à l'expansion de cette maladie dans notre pays, le comité exécutif de l'ENUN encourage le gouvernement dans les différentes mesures préventives et d'accompagnement. Rend un hommage appuyé au personnel de santé qui est en première ligne dans le combat contre cet ennemi redoutable. Exige la plus grande transparence dans le recrutement de 1500 agents de santé et demande par la même occasion au gouvernement la mise en place du dispositif nécessaire pour la protection du corps médical, ainsi que la prise en charge des cas confirmés. Félicite la population pour le patriotisme et la responsabilité dont elle fait montre pour le respect des différentes mesures préconisées. Encourage les forces de défense et de sécurité et les invite au respect strict de l'article 14 de la Constitution qui interdit tout usage de la violence dans l'exercice de leur noble mission. Demande au gouvernement d'organiser une vaste campagne de dépistage afin de détecter très tôt les personnes infectées. Demande au gouvernement d'aménager des grands espaces, stades et autres centres où seront déférés les cas diagnostiqués positifs au Covid-19 et ceux mis en quarantaine,
ce qui permettra la séparation de la population d'avec les cas confirmés et ou suspectés. Demande à nos chercheurs de mettre en place une équipe de recherche afin d'apporter une solution nigérienne à la pandémie du Covid-19, à l'instar de tous les chercheurs des autres pays. Le comité exécutif de l'ENUN, pour sa part, donnera une contribution de 200 000 francs et réaffirme la disponibilité et l'engagement de tous les étudiants pour vaincre cette pandémie au Niger. Aussi, le comité exécutif des étudiants de l'UNIN s'est penché sur la situation à l'intérieur de leur université. Le comité exécutif de l'UNIN se réjouit de la signature du protocole d'accord entre le SNEX et le gouvernement qui met fin à la fameuse crise ayant engendré le dysfonctionnement des UPN pendant près de 2 ans. Cependant, nous restons aux aguets et nous interpellons les deux parties quant au respect strict de ce protocole d'accord pour une stabilité durable dans les UPN. C'est le lieu pour nous de témoigner notre reconnaissance à l'endroit de tous les membres des différents comités de médiation pour leur contribution dans la résolution définitive de cette crise. Le comité exécutif de l'ENUN demande aux messeries et aux différents rectorats des UPN de trouver une méthode pour continuer les activités académiques à distance, comme cela est en train de se faire dans d'autres pays, et demande aux camarades de s'atteler à l'auto-formation tout au long de cette période de confinement. Nos UPN connaissent déjà un retard légendaire, donc nous n'avons plus droit à l'erreur. Il y va de la survie et de l'avenir de notre cher pays. Le comité exécutif de l'UNUN n'a pas manqué d'attirer l'attention de sa grande base quant au respect des différentes mesures préventives édictées par le gouvernement afin de faire barrage au coronavirus qui malheureusement se propage au Niger. Nous poursuivons ce journal. Les autorités compétentes, comme vous le savez, ont déjà déclaré, la ville de Niamey, n'est-ce pas, dans la ville de Niamey, un couvre-feu allant de 19h à 6h du matin. Et bien, après 3 jours d'application de la mise en œuvre de ces mesures, les citoyens de la ville de Niamey commencent à prendre conscience de la situation et à respecter scrupuleusement cette décision. Le constat est signé Kossi Afakbeji. Parmi les mesures de prévention du coronavirus prises par les autorités compétentes pour freiner et stopper l'expansion du Covid-19 figure le couvre-feu et le confinement de la ville de Niamey, principale ville atteinte par cette pandémie. Ainsi, dans la nuit du 31 mars 2020, aux environs de 19h45 jusqu'à 21h30, partant de l'échangeur Mali-Béro, passant par la Francophonie, le centre aéré BCAO, ralliant les grands axes et ronds-points de la ville jusqu'à Gamkale, l'on constate que la présence des forces de l'ordre partout dans la ville et les agents de nettoyage de la mairie en pleine activité, stations d'essence, pâtisseries, boutiques fermées, sauf quelques pharmacies de garde. L'on peut dire ainsi que le couvre-feu est respecté par la majorité des citoyens, même s'il y a toujours quelques personnes qui continuent de tenir tête en circulant en ville, à voiture, moto ou à pied. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a accordé une remise gracieuse de peine suite à la pandémie du coronavirus. Alors, quelles en sont les conditions dans lesquelles ces remises de peines gracieuses par le président de la République peuvent-elles intervenir? À quelle catégorie de personnes incarcérées elle peut être accordée cette remise de peine? À toutes ces questions répond le constitutionnaliste Amadou Hassan Boubacar dans ce extrait. Suite à l'annonce, en tout cas au message à la nation du président le vendredi 27 mars, entre autres mesures sanitaires, entre mesures sociales du moins, suite à l'état d'urgence sanitaire, il a annoncé la remise gracieuse de peine à 1540, je crois, détenus. Chose faite aujourd'hui puisque le décret a été signé, publié, les détenus ont recouvré leur liberté. Pour ce qui concerne votre question, il faut dire que les personnes qui peuvent prétendre à la remise gracieuse des peines sont des personnes qui sont définitivement condamnées. Cela suppose que la condamnation est devenue définitive. Toutes les voies de recours ont été exercées en première instance, en appel et au niveau de la Cour de cassation. La décision est devenue définitive. Ils ont été condamnés. C'est pour ça qu'on fait la distinction parmi les détenus entre les prévenus et les condamnés. Donc pour pouvoir
prétendre justement à une remise gracieuse de peine, il va falloir d'abord être condamné et le décret portant remise gracieuse de peine définit le champ d'application. Il y a un certain nombre de personnes condamnées pour un certain nombre d'infractions qui sont exclues du bénéfice de la grâce présidentielle et également tous ceux qui sont en détention préventive. Ça veut dire que des personnes qui sont là placées sous mandat de dépôt qui n'ont pas fait l'objet de jugement. Donc ceux-là aussi ne peuvent pas prétendre, puisqu'ils ne sont pas des condamnés, ils sont des prévenus et jusqu'à preuve de contraire, ils bénéficient de la présomption d'innocence, ils n'ont pas été jugés pour que les preuves de leur culpabilité soient établies devant un juge où toutes les garanties de droit de la défense seront respectées. Donc voilà un peu la différence. Donc seuls les condamnés à une certaine infraction, et le plus souvent généralement, c'est des personnes pour lesquelles il reste pas grand-chose, ça dépend de la nature d'infraction. Peut-être pour ceux qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement d'1 an, le plus souvent ça ne reste pas 3 mois, ainsi de suite. Donc c'est en fonction de la nature de l'infraction que en tout cas, la modulation est faite pour tenir compte justement de délais pour lesquels le président de la République décide par décret justement de réduire le temps de peine à courir en prison. Vous retrouverez le constitutionnaliste Hassan Boubacar en partie magazine demain sur le même sujet, notamment les conditions de remise des peines privatives de liberté dans notre pays. Cela dit, la surcharge au niveau du transport en commun, notamment les taxis et les fava-fava, est désormais interdite, ce qui réduit de facto le rendement de ces transporteurs qui, par ailleurs, se plaignent du prix du litre de carburant à la pompe. Notre reporter Kossi Afambéji s'est intéressé à l'impact que cela pourrait avoir sur le transport. Le reportage. Les conducteurs du transport en commun disent être en difficulté dans leur travail suite aux mesures préventives prises contre le Covid-19 par les autorités limitant le nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun, en tenant compte du type de transport. Donc, il n'y a pas de problème sans solution, comme le dit-on souvent. Il lance un cri de cœur à l'endroit des autorités et des propriétaires de taxis de compatir à leur situation. Bien avant ce qui nous est arrivé, le problème du coronavirus, le secteur de taxi, c'est très difficile. Les gens vivent difficilement à le faire, surtout au niveau de Niamey, avec la charité des documents de taxi, parce que surtout pour mettre un taxi, tu as tout un problème avant d'arriver à mettre ton véhicule en circulation. Mais nous, ce que nous souhaitons vraiment au niveau du gouvernement, c'est vraiment de revoir les mesures d'accompagnement qui peuvent nous accompagner par rapport à ça. À nos partenaires, à nos patronaux, vraiment de revoir le cas dans lequel aujourd'hui nos chauffeurs vivent. Vraiment, on demande au patronat d'alléger vraiment le versement. Et en dehors de ça aussi, lançons un appel au gouvernement, si possible, vraiment qu'il diminue le prix du carburant. Parce que c'est vraiment une occasion pour nous. Vraiment, ça en tient beaucoup à cœur. Si vraiment le gouvernement est dans la mesure de nous accompagner, vraiment qu'il diminue le carburant. Il n'y a pas de problème sans solution, comme le dit-on souvent. Il lance un cri de cœur à l'endroit des autorités et des propriétaires de taxis de compatir à leur situation. En diminuant le prix du carburant, peut-être avec les 3 personnes, les gens peut-être arrivent, vraiment. Ce n'est pas tant qu'ils peuvent rejoindre les 2 bouts, mais vraiment peut-être que ça peut alléger certaines choses. Les mesures que le président de la République a prises en ce qui concerne la patente, la vignette d'attente jusqu'à la fin du mois de juin, c'est une très bonne chose. Mais là, ça aussi, la patente, ça concerne les patronats. Mais nous, les chauffeurs, parce que c'est nous qui achetons le carburant avec notre propre argent. C'est nous qui achetons le carburant avec notre propre argent. Vous voyez? C'est comme si nous, les chauffeurs, on n'a eu aucun allègement. Et de 2 encore, à partir de 19h, tout le monde sera arrêté. Tout le monde doit rentrer chez lui. C'est une bonne chose. Mais vraiment, on demande au gouvernement vraiment de nous accompagner. Ça, c'est notre cul de cœur que nous lançons au gouvernement. La vie est sacrée et quels que soient nos intérêts et nos projets à réaliser des recettes, il faut vaille que vaille protéger notre vie en respectant les nombres de places imposés par les autorités. 77 cas détectés positifs
de coronavirus dans notre pays. 600 personnes en contact avec les cas détectés et positifs. 3 décès, tels sont les chiffres à ce jour de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Et c'est avec ces chiffres tristes, n'est-ce pas, que nous bouclons cette édition du soir sur la télévision Tambara. Merci de nous rester fidèles. Très bonne suite de programme. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur notre site tambara.net ou alors sur YouTube tambara.rtvt. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.